Et dans ce contexte, de nombreuses fake news ou fausses informations circulent sur les réseaux sociaux. Et plus que jamais, il est impératif d'être très prudent sur ce qui se dit et ce qui est écrit. Ce soir, c'est Cyril Stadler qui démêle le vrai du faux et répond à vos questions. Cyril, la première question, la France va-t-elle faire appel à des mercenaires pour encadrer les prochaines manifestations? Ça circule donc sur les réseaux sociaux. Oui, une rumeur, Xavier, lancée par un homme cagoulé qui se présente comme étant militaire. Je vous propose d'abord de l'écouter. Le gouvernement de Macron a fait venir des mercenaires sur le sol français. Alors, la mise en scène peut prêter à sourire, pourtant la vidéo a été vue plus de 3 millions de fois. Non, bien sûr, il n'y aura pas de mercenaires pour encadrer les manifestations samedi. Autre fake news, fausse information présente dans cette vidéo. La présence des soldats belges pour épauler les forces de l'ordre en France, et là encore, c'est faux. Effectivement, certainement des gilets jaunes qui se sont laissés entraîner. Mais tous les services de sécurité l'ont dit. En début de journée, c'était l'extrême droite. Dans la journée, c'était l'extrême gauche. Et en fin de journée, l'extrême droite est revenue. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a quand même des journaux étrangers, notamment des journaux égyptiens, qui rapportent que les modes opératoires correspondent aux modes opératoires qui étaient employés en Égypte au moment des printemps arabes. Donc il y a aussi ces questions à se poser. Se demander si ces jeunes casseurs de banlieue n'étaient pas... Vous voulez dire qu'il y a des stratégies structurées de déstabilisation, effectivement, issues des rangs des frères musulmans. C'est une hypothèse en tout cas qui est... structurée de déstabilisation, effectivement, issue des rangs des frères musulmans. Donc voilà la première vidéo sur laquelle je suis tombé en parlant des militaires. C'est l'armée belge, un convoi militaire belge qui traverse un péage et qui donc traverse un groupe de gilets jaunes. Et bon, sur le tableau de bord, voire même certains soldats portent un gilet jaune par soutien ou peut-être pour essayer de passer plus simplement sans être bloqué par les gilets jaunes, ou tout simplement mis des gilets jaunes. On sait pas vraiment, c'est que des images, c'est que des on-dit, donc c'est vrai que c'est troublant, c'est franchement troublant de voir l'armée belge débarquer comme ça. Mais le truc c'est que ça a été amalgamé avec une autre vidéo, et je vais vous la passer, puis je vais vous décrire à peu près ce qui se passe, et surtout je vais vous traduire un peu ce qui se dit, d'accord? Donc première vidéo, on zappe, on l'enlève. On va sur la deuxième. Alors voilà, ça c'est la deuxième vidéo. Et sur cette deuxième vidéo là, il y a juste un problème dans les personnes qui diffusent cette vidéo là, c'est qu'ils disent que les gendarmes arrêtent les militaires parce qu'il y a un gilet jaune sur le tableau de bord. C'est totalement faux. C'est pour ça que justement je vous dis méfiez-vous, ne tombez pas dans la parano. Il y a une explication à cette vidéo là. Cette vidéo là, en fait, le bonhomme il se fait arrêter parce qu'il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur l'avant du camion. Écoutez bien, le gendarme l'arrête parce qu'il n'y a pas de plaque sur l'avant du camion. C'est pas parce qu'il y a un gilet jaune sur le tableau de bord. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je vous le dis. Et ça n'a rien à voir avec la vidéo précédente que je vous ai montré. C'est deux vidéos différentes. La première, c'est des Belges avec les gilets sur le tableau de bord et sur certains militaires. Si vous regardez dans la première vidéo, la gendarmerie ne dit absolument rien. Elle laisse passer le convoi malgré qu'il y a des gilets jaunes. Sur celle-ci,
il y a un gilet jaune sur le tableau de bord, ça c'est incontestable, mais il se fait arrêter parce qu'il n'y a pas de plaque sur le camion. Et j'imagine, je comprends très bien le gendarme, les gendarmes qui arrêtent le camion. Vous imaginez, vous mettez un coup de peinture militaire et puis vous circulez en vous faisant passer pour des militaires. Non, ça marche pas comme ça. Des CRS syriens ont-ils retiré leur casque en soutien aux Gilets jaunes? C'était samedi dernier. Alors, la scène se passe à Pau sur cette vidéo des policiers d'une compagnie de sécurité et d'intervention retirent leur casque en face des Gilets jaunes. Un geste symbolique applaudi par la foule qui entonne ensuite la Marseillaise. Alors, est-ce un signe de ralliement à la cause des Gilets jaunes? Non, selon les journalistes présents sur place, c'était plutôt un signe d'apaisement en direction des manifestants pour éviter que la situation ne dégénère. D'ailleurs, les Gilets jaunes se sont ensuite dispersés dans le calme. Ah, ça c'est magnifique. En plus, il est beau comme un dieu. Regardez, il est beau. Il est trop beau. C'est tellement plus beau, mec, sans ton casque. Oh là là, je suis tombée amoureuse. Franchement, merci. Il y a 17 000 personnes qui vous regardent. Bravo les mecs. Franchement, vous êtes sympas. Vous assurez. Toi, regarde-moi bien en face. Tu es beau comme un dieu. Il est trop beau. Bravo, franchement. Est-ce que je peux vous serrer la main si vous avez de la place? Voilà. Très mignon aussi. On serre la main à tous. Vraiment. Moi, je cherche les beaux gosses. Ah. Sympa. Enlevez vos casques! Montrez-vous! Soyez solidaires, les gars! Dans la merde jusqu'au cou! Et vous soutenez ça! Ici, t'as tous les corps de métier! On est là pas avec mon bouchon, dictature! 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 Non! Dictature! 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 Oh! Oh! Enlevez vos casques! Montrez-nous de quel côté vous êtes! On va sortir les fourches! Et les tracteurs! Et les vélites! Enlevez vos casques! Enlevez vos casques! Soyez de notre côté, les mecs! Vous vous êtes peut-être trop payés! Vous voyez pas vos enfants, vos femmes! Avec nous! C'est du direct! Ah, c'est bon! Ça, c'est bon, les gars! Ça, c'est bon! En direct! Ici, c'est le Grand Est! Ouais! Applaudissez! La tyrannie, les commerces sont grand élevés, les commerces sont grand élevés. Au rendez-vous dans nos campagnes, nous juger ces féroces soldats qui viennent jusqu'à nos bras et manger nos fils et nos compagnes. Ici voilà, marchons, marchons, descends plus, après le Sion. Les policiers en civil ont-ils participé à la casse? C'est Ça aussi, faux. on a beaucoup entendu. Tout à fait, c'est faux. Plusieurs internautes d'ailleurs
pense le contraire à la suite de la diffusion de ces images. On y voit des policiers en civil se changer à l'arrière d'une fourgonnette de police près de l'Arc de Triomphe samedi dernier. Non, ces policiers n'ont pas pris part aux violences. Dans un tweet, d'ailleurs, la police nationale s'est justifiée et a expliqué que, comme dans toute manifestation, des policiers en civil procèdent discrètement à des interpellations et renseignent sur les mouvements du cortège. Et on dit qu'il n'y a pas de policiers déguisés en gilet jaune. Regardez bien cet homme. Mais le fait de dépolluer déjà la rue du mobilier urbain sur les Champs-Élysées, c'est déjà quasiment du jamais vu sur la préfecture police. Regardez bien cet homme, gilet jaune, une approche qui est à mon sens positive dans la dispositif. soi-disant. Ensuite, nous, on demande bien sûr à ce qu'il y ait des pré-services qui pourraient permettre, alors attention, on est assez conscient aussi, on saura qu'il y aura des trous dans la raquette et que ça ne va pas être du 100%, mais je pense que utiliser en effet les services de renseignement... Suivez-le bien du regard. On a des collègues qui sont aguerris, qui pourraient, je pense, contrôler pas mal de personnes... Il va avec ses copains. Avant qu'ils arrivent à noyauter les cortèges justement pacifiques. Et regardez-le bien. Juste là, il retire le gilet jaune. Voilà. J'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors simplement pour commencer, la tournure que prend les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que c'est, la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers, des manifestants, ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça ? Oui. C'est vrai, vous êtes là pour nous. Vous devez être de notre côté, pas avec eux. C'est pas des casseurs, c'est de la police, ça. Ça, c'est des flics, ça. C'est des flics, ça. Vos collègues, leurs collègues, ils cassent gratuit. On casse rien. C'est pas grave, il a peur, c'est tout. On fait rien de mal, là. C'est eux les casseurs. C'est les flics en civil. C'est des poulets, ça. Regarde-moi ça. Et voilà les réels casseurs. Attends. Hé. Et voilà les réels casseurs. Regardez-les bien. Moi je les cite bien, ils vont pas les gars là. Bah si, mais sans les brassards. Là, il y a un sacré troupeau. Là. La couverture de la manifestation des Gilets jaunes par RT samedi 1er décembre semble avoir mis en émoi quelques confrères sur Twitter.
Un gilet jaune interviewé par l'un de nos journalistes a déclaré que certains policiers s'habillaient en gilet jaune ou en casseur et qu'on ne savait plus qui faisait quoi. Que n'avait-il pas fait là ? Aussitôt, quelques journalistes ont entrepris de pousser de hauts cris, hurlant à la fake news sur RT et ont tweeté et retweeté depuis leur téléphone. La fabrique à fake news est en marche. Affligeant, fake news. On ne peut certes pas leur demander d'être branchés sur RT 24 heures sur 24. Mais avant de pointer un doigt accusateur, ont-ils seulement pris la peine de regarder la séquence dans son intégralité ? Écoutons tout d'abord l'intervention du gilet jaune nommé Axel, croisé par hasard par notre journaliste sur les Champs-Élysées. J'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous, donc en fait on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Devant de tels propos, on peut rester circonspect. Des policiers casseurs ? Serait-ce possible ? C'est précisément la question que va poser notre présentatrice Magali Forestier dès la fin du micro-trottoir de retour en plateau à l'invité qui s'y trouvait. Et ça tombe bien, l'invité en question n'est autre qu'un policier syndicaliste, David Lebars. Sa réponse est sans équivoque. David Lebars, on a entendu ce manifestant parler de policiers en civil, déguisés en voyous. Il doit parler, je pense, des brigades anticriminalité, ce jeune homme. Oui, puis à la fin de son témoignage, on se rend compte que ce monsieur prétend ne pas avoir d'appartenance politique, mais on revoit, on a pu comprendre qu'il y a toute la thèse du complot chez les anarchistes, c'est une technique classique. La rédaction d'RT n'a donc pas attendu les injonctions des croisés anti-fake news pour mettre en perspective les propos des personnes qu'elle interviewe. Mais pas question en revanche de vous cacher la vérité ou de feindre de l'ignorer, comme peuvent le faire certains de nos confrères. Axel, simple citoyen, non, l'une des figures de la manif pour tous en gilet jaune, qui ne dit pas qui il est et qui affirme tranquillement sur Russia Today que la police a infiltré les casseurs. Chers amis journalistes, asseyez-vous car nous avons une révélation à vous asséner. Oui, les policiers infiltrés, voire déguisés en gilet jaune ou en casseurs, ça existe bel et bien. Et ce n'est pas nous qui le disons, mais encore notre invité policier. Je rassure les spectateurs, les civils dont il est fait état, quand bien même le témoignage serait exact, il y en a, il faut l'affirmer, il y en a plus que la semaine dernière et ils ont été mis en place pour justement interpeller les auteurs de ce jour. Remis de vos émotions, chers confrères ? Pour le Père Noël et la petite souris, on verra une autre fois. Trop de cruelles révélations en même temps risquerait de vous être fatales. Au demeurant, vous soulevez quand même un lièvre. Cette histoire de la figure de la manif pour tous, là, pour tout vous dire, on s'en était rendu compte aussi, mais quelques heures plus tard. Axel est bien Axel Rockvam, un des fondateurs des Veilleurs, une branche de la Manif pour tous et pas un simple gilet jaune, mouvement qui se veut, rappelons-le, apolitique. Chose qu'il avait omise de préciser à notre reporter lors de son interview. Reporter n'ayant jamais couvert les manifs pour tous. On a fait quoi du coup ? Pas du travail de journaliste, pardi. On a recontacté Axel Rockvam pour lui demander des éclaircissements sur ses propos. Quand je vais à un endroit, je ne fais pas état de tous mes autres engagements passés, présents, tous mes mêmes projets d'engagement que j'ai. A-t-il vraiment affirmé, comme l'entendait notre consoeur du Monde, que les policiers sont en fait les casseurs et ce sans preuve ? Axel Rockvam, l'un des initiateurs de Veilleurs de la Manif pour tous, interviewé par Russia Today comme un manifestant lambda pour affirmer que les policiers sont en fait les casseurs, bien sûr, sans aucune preuve. Eh bien non. J'ai même précisé, si vous écoutez, que j'ai pas vu les mêmes faire les actes. Mais c'est vraiment le profil des bandes qui faisait peur après quand je me promenais et voilà. Axel Rockvam a plutôt évoqué la confusion qui suivait la présence de groupes de policiers en civil. D'ailleurs, puisque l'on est accusé de révéler soi-disant à tort que les policiers infiltrent les casseurs et les gilets jaunes, on ne se prive pas de diffuser les meilleures images du grand carnaval avec les déguisements les plus réussis. Là, c'est le salon des essayages. Un flic en civil et après quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai. Là, c'est le défilé sous les hurrahs de la foule. Et là, c'est l'interpellation d'un faux vrai gilet jaune, au point que plus personne n'y reconnaît ses petits. Non, les gars, je suis avec lui, je suis défendu. Avec la section à droite. Et tenez-vous bien, c'est pas facile à suivre. Tandis qu'une journaliste du Monde reproche à RT de laisser entendre que des policiers seraient déguisés en gilets jaunes, un autre journaliste du Monde aussi diffuse des images de policiers déguisés en gilets jaunes, dont un semble même lancer un projectile. Oups, flashball, il faut bouger.
Faudrait vous mettre d'accord, parce que si on a bien compris, quand c'est nous qui parlons des gilets, c'est une fake news, mais si c'est vous, forcément c'est crédible. Bon, il suffisait juste de le savoir en fait. Pour résumer, Alex Rockvam n'a pas vraiment accusé les policiers d'être des casseurs. Notre spécialiste en plateau a tout de suite réfuté l'intention de ses propos en les taxant de complotistes. Bref, toujours pas de fake news à l'horizon pour RT France. Désolé. Par contre, pour nos confrères, un petit conseil. La prochaine fois que vous voudrez nous pointer du doigt et pointer notre absence de déontologie, essayez un peu d'approfondir la question avant de dégainer. La France va-t-elle abandonner sa souveraineté migratoire? C'est ce que laissent entendre dans une vidéo diffusée hier des figures radicales du mouvement des Gilets jaunes. Écoutez Maxime Nicole et Éric Drouet. Et l'histoire de l'ONU, c'est qu'il veut signer un pacte pour accueillir 480 millions de migrants sur 8 pays différents et donner la place de siège permanent à l'ONU à quelqu'un d'autre. Alors, les deux hommes font en fait référence au pacte de Marrakech, puisque lundi prochain, Emmanuel Macron a prévu de se rendre au Maroc, où il doit, comme d'autres États membres de l'ONU, signer un texte pour, je cite, des migrations plus sûres, ordonnées et régulières. Mais ce pacte, Xavier, est non contraignant. La France continuera donc de décider elle-même qui rentre sur le territoire. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous pour répondre à des questions assez nombreuses qui me sont parvenues émanant de pas mal d'internautes qui m'interrogent sur le pacte de Marrakech de l'Organisation des Nations Unies qui doit être signé à Marrakech le 11 décembre prochain. Ce pacte concerne un pacte sur les migrations au niveau international et suscite beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de rumeurs. Alors, on m'a demandé quel était mon avis. J'ai regardé cette affaire avec à l'esprit ce que l'on appelle le tamis socratique du philosophe grec Socrate, qui, sur tous les sujets, interrompait son interlocuteur en lui demandant « Est-ce que ce que tu me dis est vrai? Deuxièmement, est-ce que c'est utile? Troisièmement, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon ?» On va regarder ce pacte ensemble. Ce pacte de l'ONU sur les migrations s'appelle le pacte sur les migrations internationales, c'est les migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est assez étrange. Certes, ce pacte n'est pas d'application obligatoire, c'est ce qui est mis ultérieurement. Mais si ça n'est pas d'application obligatoire, à quoi sert-il? Ça n'est pas vrai qu'un document international, c'est un traité, que ça s'appelle pacte, que ça s'appelle Constitution européenne, traité, etc. Dans tous les cas de figure, ce sont des traités internationaux qui lient les États qui les signent puis qui les ratifient. Donc, on ne peut pas dire que le pacte est d'application facultative, puisqu'on va le signer et le ratifier. Ça veut donc dire que même si un certain nombre de ces dispositions sont facultatives, il n'empêche qu'il pose un certain nombre de principes généraux qui vont ensuite servir de référence pour l'avenir. Le premier principe général qui est posé par ce pacte, c'est qu'il s'agirait de régler des migrations sûres, très bien, ordonnées, c'est déjà plus contestable parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un ordre derrière, donc une organisation, et régulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une organisation qui régulièrement organiserait des migrations. Ça pose quand même un problème. Ce qui est véhiculé par ce texte, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, au XXIe siècle, il y a nécessairement des migrations de population qui doivent être ordonnées et régulières. Quand on examine le dossier un petit peu qui fait une quarantaine de pages, je ne vais pas lire ici tout ce dossier, tout ce pacte que j'ai lu de près. On voit notamment, par exemple, cette formule, je la cite de mémoire, « À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. » Ce sont des affirmations qui sont peut-être possibles, mais qui sont peut-être aussi contestables. Dire qu'à l'heure de la mondialisation, on voit bien que ce texte s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique particulier, dire que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, ça reste à démontrer. On pourrait dire tout le contraire. On pourrait dire, par exemple,
que les migrations sont facteurs de prospérité, mais pour qui? Lorsqu'il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne, eh bien, ça a été certainement facteur de prospérité pour les actionnaires des grandes entreprises qui ont pu utiliser une main-d'œuvre à des taux extrêmement bas, quand d'ailleurs cette main-d'œuvre n'était pas utilisée purement et simplement dans du travail au noir, sans charge et sans cotisation sociale. Mais ça, c'est la prospérité des actionnaires. Ça n'est pas la prospérité des salariés allemands qui, eux, voient plutôt leur salaire plonger. Quand on dit que, par exemple, l'immigration serait un facteur d'innovation, ça reste aussi à démontrer. On pourrait dire au contraire qu'à partir du moment où il y a une main-d'œuvre très très bon marché qui peut être utilisée presque comme des esclaves du XXIe siècle, eh bien on ne va pas faire les travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des machines se substituant à ce travail humain dont les prix sont bradés. Je lis toujours dans ce pacte de Marrakech l'idée selon laquelle il y aurait nécessité, l'immigration favoriserait une meilleure gouvernance pour permettre d'optimiser tous ces effets positifs. Meilleure gouvernance pour optimiser les effets positifs ? Je suis désolé, mais quand on lit ce pacte, on a effectivement l'impression, c'est même plus qu'une impression, que c'est un document qui se situe dans un contexte idéologique particulier, celui de la mondialisation, celui de l'effacement des frontières, celui selon lequel finalement les main-d'œuvre, les hommes et les femmes sont de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à un autre pour les exploiter au maximum pour le plus grand profit des actionnaires. On ne tient pas compte ou peu compte du problème tout simplement de l'identité nationale, de la volonté des peuples d'être toujours que l'Allemagne reste l'Allemagne, que la France reste la France, que la Russie reste la Russie, etc. Donc je sais bien que ce sont des choses qui paraissent comme absolument scandaleuses pour certains docteurs de la pensée contemporaine. En gros, tous les peuples, grosso modo, réagissent comme ça. Ça n'est pas du tout être xénophobe et raciste que de le dire. Il est normal qu'un pays comme par exemple la France, où il y a actuellement au minimum plus de 3,5 à 4 millions de chômeurs, et encore en se limitant à la seule catégorie A, dans un pays comme la France où le niveau de vie ne cesse de dégringoler, il est assez normal que les Français aient un sentiment que dire c'est pas maintenant que l'on va accueillir de nouveau des flux migratoires importants. D'ailleurs, il y a, d'après les sondages, je crois que c'est 80% de la population française qui est sur cette longueur d'onde. Et encore une fois, je rappelle que pour la Constitution et pour la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut donc demander au peuple français son avis. Alors moi, ce que je note, c'est que ce document qui doit être signé à Marrakech a fait l'objet d'une polémique qui ne cesse de se développer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. pays, et non des moindres, qui ont décidé, au vu du document, finalement de ne pas le signer. Au premier rang desquels, les États-Unis d'Amérique. Alors certains vont dire « Ah oui, mais c'est les États-Unis de Trump ». Oui, mais quand même, les États-Unis d'Amérique se sont retirés, ne signeront pas ce document. Et puis en Europe, dans l'Union européenne, la Hongrie. Alors je vois d'ici des gens qui disent « Ah oui, mais c'est le gouvernement hongrois ». Bon, qui a mauvaise presse. Et puis après ça, il y a l'Italie. Alors toujours les gens vont dire « Ah oui, mais c'est le gouvernement Salvini ». Et puis après ça, il y a la Bulgarie. Alors là, les gens déjà ne savent plus très bien, parce que il paraît-il que M. Macron est allé en Bulgarie, il trouve ça très très bien, il s'est entretenu avec M. Borisov, là, le Premier ministre. Bon. Et puis il y a la Slovaquie, qui a refusé de signer. Et puis voici que c'est la République tchèque qui refuse de signer. Et puis voici que c'est la Pologne. Et puis que c'est l'Autriche. Et puis que c'est la Belgique. Et puis que c'est, en dehors de l'Union européenne, que c'est Israël qui a refusé de signer, qui refuse de signer. Et puis l'Australie. Donc maintenant, il commence à y avoir... La Suisse, paraît-il, serait même au bord de refuser de signer. Donc maintenant, on a 12, 13, 14 pays, la liste s'allonge, de pays qui refusent de signer ce document en l'état, parce qu'ils estiment qu'il est
il véhicule une pensée idéologique et géopolitique qui n'a pas à être imposée par l'Organisation des Nations Unies, même si dans le texte, on trouve l'idée que chaque pays reste souverain et ci et ça. Parce que dans tout ce genre de texte, on trouve toujours des choses qui disent une chose et son contraire. Mais l'essentiel, c'est l'existence même de ce texte et l'esprit général qu'il imposerait, puisqu'une fois qu'un pays aurait signé puis ratifié, on pourrait lui dire « Mais attendez, vous êtes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une gouvernance générale au niveau mondial pour organiser des migrations sûres, ordonnées et régulières. » Alors, vous connaissez l'Union populaire républicaine. Dans le programme qui est le nôtre depuis des années, j'ai toujours dit que sur 3 grands sujets, qui sont l'énergie, les dettes, la dette publique et l'immigration, nous ferions un grand débat national pendant plusieurs mois en laissant s'exprimer tout le monde et ensuite on demanderait au peuple souverain ce qu'il veut. J'estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que la France signe ce pacte. D'abord, ce pacte, pour reprendre ce que disait Socrate, ce pacte n'est pas utile. Ce pacte n'est pas bien parce qu'il arrive au pire moment alors que les passions sont extrêmes sur ce sujet dans tout le continent européen. Et ce pacte n'est pas vrai, n'est pas juste, parce que ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est extrêmement contestable que l'immigration, dans l'absolu, favorise la prospérité, favorise l'innovation. Ça favorise la prospérité de certains, des négriers, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est au détriment souvent de l'exploitation des populations. Voilà donc un texte dont la vérité est sujette à caution, dont l'utilité est sûre que ce soit vraiment totalement inopportun en ce moment, et dont le caractère bon reste aussi à démontrer, puisqu'il s'agit surtout d'utiliser des populations de façon quasiment les transformer en esclaves. Nous estimons donc, moi j'estime, et l'UPR estime, que face à un débat de cette nature, il faut que ce soit le peuple français qui soit dûment averti d'un tel document. Et puis, il faut que ce soit le peuple français qui tranche par référendum, comme on a demandé au peuple français s'il voulait ou non ratifier la Constitution européenne, qui était un traité européen, par référendum. Eh bien là, il faut qu'on demande au peuple français est-ce que les Français veulent ou non ratifier par référendum le pacte de Marrakech sur les migrations sûres, ordonnées et régulières. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la demande que nous formulons officiellement au chef de l'État et à l'ensemble de la représentation nationale. J'insiste sur le fait que M. Macron commettrait encore une fois une violation de la Constitution s'il s'arrogeait le pouvoir lui-même de signer un tel traité. Et pourquoi cela ? Parce qu'il n'a jamais, pendant la campagne présidentielle, indiqué dans son programme qu'il le ferait. Donc il n'a aucune légitimité pour le faire. D'ailleurs, le pacte à l'époque était encore dans les limbes. Donc il n'a pas de légitimité pour le faire. Deuxièmement, l'article 2 de la Constitution, je ne cesse de le répéter, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le peuple exerce la souveraineté nationale, ça appartient au peuple, et qu'il l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par le référendum. Les pensions de reversion vont-elles baisser de moitié ? Cette fausse information est également très relayée. Illustration avec ce message. Défendons nos mères et nos grands-mères. Scandale absolu. Le gouvernement supprime la moitié des pensions de reversion. Ce gilet jaune fait allusion aux reversions de retraite aux derniers conjoints encore vivants. Eh bien, là encore, c'est inexact. Aucun texte ni projet ne prévoit de diminuer ces pensions. Axel de Tarlé à présent, faut-il réduire la retraite des veufs et des veuves ? Aucun sujet n'est tabou, nous dit le gouvernement. Oui, enfin, il y a eu plusieurs messages contradictoires, vous allez les détailler. En tous les cas, c'est un sujet inflammable parce qu'on est là au cœur du couple. Vous savez que quand le conjoint décède, le veuf ou la veuve, 9 fois sur 10 il s'agit d'une veuve, touche ce qu'on appelle une pension de reversion. Donc en gros, c'est la retraite de son mari décédé, mais une retraite qui du coup est divisée par 2. En moyenne, c'est 642 € par mois pour les veuves. Alors, voilà donc dans le cadre de la grande réforme de la retraite que veut faire Emmanuel Macron, et c'est écrit noir sur blanc dans le pré-rapport, on peut lire
Doit-on maintenir la retraite de réversion? Car, ajoute le gouvernement, aucun sujet n'est tabou. Or, vous savez qu'en Suède, le gouvernement a réformé la retraite et qu'a-t-il fait? Il a supprimé la retraite de réversion en expliquant qu'il fallait sortir de ce vieux schéma où l'homme travaille tandis que la femme reste à la maison pour se retrouver à la retraite, effectivement, à devoir vivre avec la seule pension de son mari. Donc on imagine quand même l'angoisse des 4 millions de veuves en France qui touchent cette pension de réversion. Alors pour apaiser les craintes, Emmanuel Macron s'est fendu d'un tweet. Aucun bénéficiaire actuel ne verra sa pension de réversion diminuer ne serait-ce que d'1 centime. Ça c'est clair ça, non? Actuel? Mais quid des futurs retraités? Et voilà, parce que les règles vont changer. Et donc qui dit changement de règles, Christophe Castaner d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, le reconnaît. Avec le futur système, il y aura des gagnants et des perdants, parce que on veut un système plus juste, mais à coût constant. On veut pas que ça coûte plus cher. Ça veut dire quoi un système plus juste? Eh ben, par exemple, aujourd'hui, vous savez que seuls les gens mariés peuvent toucher une retraite de réversion. Si vous vivez en concubinage ou que vous êtes pacsé, la veuve ne touche rien, enfin le conjoint. Et puis d'un régime à l'autre, évidemment, le montant varie, il n'y a aucune raison. Donc oui, si on remet tout à plat, il y aura des gagnants et des perdants. Alors le drame, évidemment, pour le gouvernement, c'est qu'on entendra évidemment les perdants, avec en embuscade l'opposition qui déjà souffle sur les braises en expliquant que décidément ce gouvernement s'acharne contre les retraités, on leur a augmenté la CSG et maintenant on va tailler leur retraite. C'est dire si on souhaite bon courage quand même à ce gouvernement pour mener à bien cette réforme à coût constant qui doit théoriquement être votée l'été prochain. Bien, merci pour ces précisions, Cyrielle. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la suite de la mobilisation des Gilets jaunes. Pour le mouvement des